Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Une personne de chez Manpower, Christelle, pour être très précis, que je vois encore aujourd'hui, toujours dans le Finistère, me détecte sur un entretien de recrutement, me dit « Waouh, toi, il faudrait que tu sois consultant en recrutement. » Elle me dit parce que en peu de temps, tu as été capter des entreprises, des grands comptes, tu leur as fait faire des trucs de dingue. Je réfléchis, je tourne, j'essaie de sortir en fait du classico-classique, et il y a des idées qui me viennent d'un seul coup, comme ça, en flash. Et là, tout de suite, je commence à imaginer et je vois tous les petits cailloux qu'il pourrait y avoir. Généralement, je les identifie pas assez gros. C'est-à-dire que je les vois tout petits et je passe dessus parce que je me dis ça serait bien, ça. Oui mais il faudrait. C'est souvent ce qu'on me dit en retour et des fois ça m'agace même. Les oui mais ça me. Je dis c'est rien quoi, c'est rien. Mais quelque part c'est vrai. Enfin il faut prendre conscience de ça. Donc j'ai les idées qui viennent et tout de suite je regarde en fait la solution et mon premier réflexe c'est de me dire est-ce que je peux me permettre de la mettre en place ou pas. Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans qu'on avait une image, parce que j'avais jamais vécu ça en tant que cabinet, déplorable. C'est-à-dire les cabinets de recrutement, les candidats, et encore aujourd'hui, on leur dit qu'est-ce que vous pensez des cabinets ? Ils nous parlent que quand ils veulent nous parler. Quand ils ont un contrat avec mon profil, là, ils veulent me parler, sinon l'accueil est déplorable. Il n'y a pas de transparence, on ne sait pas où on va, on ne nous répond pas, enfin, j'entends tout. Qualifier mon invité du jour est compliqué. Entrepreneur, c'est sûr. Homme de spectacle, il l'est. Animateur, il l'a été. Et oui, c'est un homme avec beaucoup de casquettes. Et encore, j'en ai oublié certaines. Vous l'avez peut-être deviné, nous allons rentrer dans la tête de Sébastiano. Bon épisode. Très bien. Ok, bon c'est parti. Sébastien, très heureux de t'avoir sur le podcast. Merci de me proposer ce podcast. Avec grand plaisir. Pour donner un peu de contexte, pourquoi je t'ai invité, et d'ailleurs merci d'avoir accepté l'invitation, faut que je raconte un peu l'histoire, bien mais sûr. on y reviendra je pense dessus, parce que c'est une de mes questions phares, je t'ai vu sur scène, présenter ton histoire professionnelle comme un one-man show. Enfin, à la one-man show, parce que c'était un one-man show. Et là, je me dis, entrepreneur, one-man show, il y a un truc, il faut que je comprenne. Et du coup, alors, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié la manière dont tu as raconté la chose et comment tu as présenté ton activité, parce que tu as aussi toute une activité derrière. Et j'ai trouvé ça juste dingue. Et donc voilà, moi je suis là pour en savoir plus. D'accord. Voilà. Donc peut-être, pour que on puisse commencer ce podcast sur des bonnes bases, peut-être tu peux te présenter, ce que tu fais dans la vie, et puis on va commencer de là. Tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Sébastien, mon métier c'est recruter. La particularité c'est que je suis le fondateur de Me and My Boss. Me and My Boss c'est un réseau de recruteurs, surtout avec un concept de recrutement innovant. Où on a on a retravaillé l'offre d'emploi, on a retravaillé l'aide de motivation pour que ça soit plus quelque chose de barbare, mais plutôt une phase de découverte. Et donc je développe un réseau avec des franchisés un peu partout en France, et on est en plein boom parce que aujourd'hui le recrutement est devenu de plus en plus problématique et notre approche assez originale nous sert pas mal, ouais. Ok. Oui, parce que vous êtes aujourd'hui dans toute la France, je regardais ça. C'est ça, on est dans toute la France et on commence en 2023 à avoir de plus en plus de demandes à l'intégration du réseau. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Et aujourd'hui, donc tu es dirigeant de Me and My Boss, mais si je me réfère au spectacle, ce n'a pas été toujours le cas. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé dans le monde du recrutement et qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Oui, alors c'est une rencontre humaine.
début des années 2000, donc ça remonte déjà à plus de 20 ans, mais oui, parce qu'à l'origine, j'étais plus orienté Club Méditerranée. Alors j'étais destiné au tout départ à être professeur de sport, éducation nationale, UFR STAPS, de manière, je faisais beaucoup, et encore aujourd'hui, de sport, axé judo, compétition, natation, tennis, et je passais mes étés du coup en tant que maître nageur, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du Club Med, et à un moment donné, je voulais bifurquer, parce que c'est ce que j'explique dans mon spectacle, je côtoie un tout petit peu la scène d'un seul coup, et ça a été une révélation de me dire de prendre un micro, parler, échanger, avoir un public. Je me suis dit waouh, il s'est passé quelque chose. Entre-temps, j'ai rencontré la femme de ma vie, et donc forcément c'était pas compatible, vie Club Med, vie familiale, parce que j'ai toujours voulu créer une famille, c'est extrêmement important pour moi. Donc aujourd'hui j'ai 3 enfants, et cette bifurcation m'a ramené en France, sur la côte bretonne, et à me dire mince, voilà, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, tu sais organiser des tournois sportifs, tu sais donner des cours de natation, tu sais parler dans un micro, mais voilà, il n'y a pas trop de villages de vacances en Bretagne, comment on va faire ça, quoi. Et j'ai commencé à me chercher, à côtoyer le monde du travail, arriver avec un CV d'animateur en village de vacances, donc c'était assez décalé. Bah oui. Tu vois, c'était des entretiens où les gens me faisaient un sourire, limite, ils avaient envie de dire, vas-y, raconte-moi une blague là. Oui, c'est pas plus que le Med, enfin, on voit des idées, certaines idées, donc c'est dire, bon, bah, ok. Exactement, et donc, j'ai créé une première société, parce qu'à un moment donné, à force de faire le tour, je me suis dit, hors saison, j'organisais des séminaires dans les villages de vacances, avec des enseignes comme Coca, Orangina, d'autres grandes marques qui ont l'habitude de faire des séminaires, et je me gérais de A à Z avec les présentations, soirées, micro et tout ce qui va avec. Et donc je me suis dit, tiens, en Bretagne, j'avais remarqué qu'à l'époque ça n'existait pas, donc j'ai créé Bretagne Aventure. Donc Bretagne Aventure, j'organisais des séminaires sport aventure, incentive, et je faisais des trucs assez dingues. Enfin, j'ai tendance en toute humilité à être assez créatif, et c'est un jour où je faisais un séminaire avec tous les dirigeants de Castorama, j'explique ça toujours dans tu as dû l'entendre dans le spectacle, Castorama, tous les directeurs de magasins de Bretagne, où je les emmène à Bénodet, pour être très précis, dans le Finistère, course d'orientation, je les habille en militaire, je les fais aller dans des canoës, faire du paintball de manière assez originale. Et là, une personne de chez Manpower, Christelle, pour être très précis, que je vois encore aujourd'hui, toujours dans le Finistère, me détecte sur un entretien de recrutement, me dit waouh, toi, il faudrait que tu sois consultant en recrutement. Elle me dit parce que en peu de temps, tu as été capter des entreprises, des grands comptes, tu leur as fait faire des trucs de dingue. Et puis surtout, pour être très précis, Manpower, à l'époque, recrutait beaucoup de master RH, qui n'avaient pas forcément une connotation commerciale, ou le fait de... pas commercial avec les dents qui règlent le parquet, mais un côté réseautage, être capable d'aller discuter avec des gens, d'aller les démarcher. Et là, elle s'est dit, tiens, j'ai un profil atypique, et why not, quoi, tiens. Et je me souviendrai toujours de la tête de ma femme quand elle m'a vu rentrer avec cette fiche de poste, consultant en recrutement, elle qui a fait des études, bac plus 5, prépa, enfin la totale, et qui, mais qu'est-ce que c'est ça, et ça m'a tellement intrigué, et que je me suis dit, allez, feu. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe Manpower à Quimper, et que j'ai découvert le recrutement, début des années 2000, quoi. Ok. Plein de choses pour revenir. C'est déjà, alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on te dit, voilà, viens chez nous, viens faire du RH, enfin du recrutement. Le défi, enfin clairement, la personne a su me parler. Je pense qu'à ce moment-là, je me cherchais aussi pas mal. Besoin de reconnaissance. Et donc de me dire, tiens, il y a des gens qui essayent et qui n'y arrivent pas trop, toi tu connais rien, mais je sens que tu peux y arriver. Il y a 200 cabinets de recrutement en France, voilà le chiffre d'affaires qu'ils font, et du coup j'avais développé des techniques. Je me présentais par exemple, je disais bonjour Manpower, consultant en recrutement, alors attends, je vous préviens, j'y connais rien en intérim. Et là tout de suite au bout du téléphone, comment ça, enfin Manpower, vous ne connaissez rien en intérim? Ah ben non, moi c'est la partie chasse de tête, et ça me permettait de créer des liens. Et donc c'était le défi en fait, le côté complètement décalé, me dire là j'ai créé une première société, je commençais à avoir une trésorerie qui était compliquée parce que je n'avais pas été formé du tout à la gestion d'entreprise, et pour être très honnête, j'avais même pas 25 ans et je confondais
chiffre d'affaires, salaire, et à un point que j'ai bifurqué dans une pépinière d'entreprise, et puis je voyais, à un moment donné, je dépensais de l'argent sur des choses qui n'auraient pas dû être, et je voyais ma trésorerie qui fondait, et à ce moment-là, je rencontre Christelle, et donc je me dis, je crois beaucoup au destin, et je me dis, là, il y a un challenge, t'es jeune, allez, feu, pourquoi pas, why not. Ok. Et c'est donc le défi vraiment de partir sur quelque chose de nouveau, et puis l'opportunité, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup entendu dans le spectacle, parce que je me base beaucoup sur ça. C'est quelque chose qui a l'air de t'être qui t'attache beaucoup, en fait, cette volonté d'avancer, de faire autrement. De faire autrement par rapport à un problème. En fait, j'ai remarqué que ce qui me fait avancer, c'est je détecte un problème. Après, c'est dû à mon éducation à énormément de choses. On va plus rentrer dans le psycho, mais je me dis, quand il y a des problèmes, comme un rôle de médiateur, j'ai envie de trouver une solution. C'est plus fort que moi. Ma femme me le reproche souvent. Quand elle me dit je suis fatigué, tout de suite je lui propose des solutions. Elle me dit, je veux pas que tu me proposes des solutions, je veux juste que tu m'écoutes. Et des formations professionnelles, j'entends une entreprise qui me dit j'ai des problèmes là-dessus, j'y arrive pas. Tout de suite, je vais imaginer des solutions qui peuvent être atypiques. Et quand en face, mon challenge va être de faire ce que je dis, justement, et que j'adore faire des choses qui n'ont pas été faites. Je trouve ça assez excitant d'avoir une idée et de la mettre en œuvre, quoi. Et comment tu abordes le fait que quand tu rentres chez Manpower, c'est comme une grosse boîte, même, je pense déjà, sûrement à l'époque déjà, ils ont quand même des choses, des process, des choses, c'est souvent bien cadré, et là tu arrives dans une boîte comme ça où c'est bien cadré pour innover, en fait. C'est ça. Comment ça se passe, quelle est ta relation, comment on te perçoit C'est assez rapidement, avec le chiffre d'affaires généré la première année, on m'a identifié, parce que sur 200, j'étais dans les 5 premiers, donc j'étais à Quimper en plus, donc c'est où Quimper pour les Parisiens c'est là-bas, c'est quoi, il y a 70 000 habitants, comment il fait pour faire un chiffre comme ça. Ça, c'était la première chose. Et puis, ma manager de l'époque, Christelle, me laissait vraiment... elle faisait le tampon, en fait. Parce que, je vais te donner un exemple tout basique, à un moment donné, j'avais remarqué, plutôt que faire un recrutement par un, qu'il y avait une pénurie de recrutement de commerciaux pour vendre aux particuliers. Okay. Et que j'allais voir plein d'entreprises et ils me disaient, moi je cherche un commercial, Et à un moment donné, j'ai mis à contribution l'intérim en disant, captez-moi des personnes qui sont commerciaux, vous avez plein de CV, et je les voyais en très rapide, et j'ai organisé une soirée où dans tous les bureaux le soir, de tous les chargés d'affaires, j'ai fait venir des chefs d'entreprise, je leur ai dit je vais vous présenter comme un speed dating aujourd'hui, job dating très rapide de 7 minutes, mais à l'époque ça n'existait pas encore, et je lui ai dit je vais vous présenter des profils, ils vont passer à la queue leu, vous aurez 7 minutes, et vous allez voir un mini CV, je leur faisais passer un test de personnalité, et juste une infographie en fait. Et je dis, voilà, c'est gratuit, vous venez, je vous offre le jus d'orange, les petits gâteaux, tout ça. Par contre, si vous le recrutez derrière, c'est une prime à facturer. Et du coup, en fait, je faisais venir à une seule soirée plein de commerciaux. J'avais une dizaine d'entreprises. Et ce qui était marrant, ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils se battaient tous après pour les mêmes candidats. Donc, sur les 30 candidats qu'ils pouvaient, il y en avait toujours 10. Et en une soirée, j'étais capable du coup de facturer quelque part en chiffre d'affaires. Et donc ça, j'avais une manager qui était capable de faire tampon et de dire c'est une expérience, parce qu'elle était très ancienne aussi chez Manpower. Okay. Donc on lui faisait confiance au sein du groupe, quoi. Ok, c'est ce que moi je remarque souvent dans les différents podcasts que je fais, comme quoi souvent pour les personnes qui basculent aussi comme ça de ce côté entrepreneurial, salarié et de nouveau entrepreneurial, souvent la relation au manager est hyper importante. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, alors moi je ne suis pas très recrutement, je ne connais pas peu ce domaine-là, mais c'est un lien capital aujourd'hui dans votre activité, je suppose. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Le recrutement, aujourd'hui c'est notre activité, on est focus dessus, on nous demande plein d'autres choses à côté, mais on reste focus là-dessus. Et puis plus les temps avancent, il y a des générations qui se mélangent, des attentes qui sont différentes, de nouvelles générations avec une ancienne génération sans que ce soit péjoratif. Et donc ça crée un melting pot de pratiques et de réactions qui sont ultra enrichissantes à découvrir, quoi. Ok. Et toujours dans cette
volonté d'évolution, qu'est-ce qui te fait basculer de une position à Manpower qui, je pense, était pas confortable en termes de salarié à un retour dans l'entrepreneuriat et dans la création d'une entreprise? Toujours la même chose, l'envie de faire des choses nouvelles, quitte à être peut-être catalogué en moyen d'instable, de se dire, parce que ça faisait 2 ans et en fait je voyais le chiffre d'affaires et je voyais ce que j'avais comme salaire et je me disais à un moment donné je peux le faire pour moi-même, parce qu'il y avait plein de choses que je voulais, je souhaitais que ça avance et c'est une grosse machine aussi, et je me suis dit je vais créer mon propre cabinet de recrutement. Feu, voilà, c'est parti. Et puis c'est un de mes clients, le groupe Isimo à l'époque, le comptoir immobilier ça s'appelait, le dirigeant, je recrutais ses commerciaux, qui m'a rattrapé au passage parce que je l'ai appelé pour lui annoncer que j'allais quitter Manpower pour créer ma propre boîte, et qui m'a dit t'es encore jeune, t'as le temps, viens bosser pour moi, je suis en hyper croissance, il faut que tu m'en recrutes plein, parce que tu me coûtes super cher. Donc et je me suis retrouvé à Brest avec un dirigeant avec une feuille blanche qui me dit tu veux combien, t'as des enfants, je te mets un break, des trucs, et là encore une fois je dis je vais arriver à créer quand même, mais je me suis dit, j'ai passé un deal avec lui en 3 ans, vivant une expérience interne à l'entreprise. Je me suis dit, je vais découvrir comment créer un CE, tout ce qui est prud'homme, tout ce qu'il y a en interne. Je lui ai demandé de me payer des formations en échange, et j'ai dit pendant 3 ans, au bout de 3 ans, je te trouve un remplaçant. Et là, je crée mon cabinet quand même, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pendant 3 ans, j'ai appris à une vitesse phénoménale. Et j'ai envie de dire, tu citais le mot confort tout à l'heure. J'ai jamais eu peur, en fait, l'argent est nécessaire, mais je le vois plus comme un moyen de m'épanouir. Il en faut un minimum pour vivre, forcément. C'est important. Mais j'ai pris des risques plusieurs fois où quand j'étais DRH, j'avais une rémunération très très confortable, et pourtant j'ai arrêté pour créer mon cabinet de recrutement. Donc en fait je vais plus rechercher l'épanouissement professionnel dans la mise en œuvre d'idées que la rémunération pure et la sécurité, parce que quand on est entrepreneur c'est pas forcément le cas, la sécurité, quoi. C'est pas toujours le cas. Non. Ayant moi-même vécu l'expérience, je sais, je connais. Mais justement cette approche un peu de en fait je prends des risques financiers, puis comme tu me disais, tu as une famille et tout ça, c'est pas courant, c'est pas la mentalité de la plupart des gens. Il y a pas de critique dans le sens où tout le monde a son approche, mais qu'est-ce qui te fait, pourquoi tu as cette approche selon toi? L'envie d'entreprendre, c'est de mettre en œuvre des idées. Parce que je peux te dire que j'en ai plein la tête. J'ai même travaillé ça avec des coachs pour être focus, en fait. Donc j'ai une porte chez moi, derrière j'ai plein de post-it avec toutes les idées de tout ce que je vais faire, et je vais le faire, je le sais, et tout est mis dans l'ordre. C'est une question de temps, en fait, de mise en œuvre, et je pense que j'ai une montée d'adrénaline, de dopamine, quand je réalise les étapes au fur et à mesure que je les passe, et que c'est plus fort que le reste. Et je peux voir des personnes dans le monde de l'emploi qui sont sur des postes de cadre ou cadre sup, qui ont de très belles rémunérations, mais qui ne sont pas forcément heureux. C'est-à-dire qu'ils sont un peu prisonniers de leur rémunération, parce qu'ils y ont un train de vie, ils y ont une famille derrière, ils y ont certains voyages, etc. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire, et encore aujourd'hui, que je ne peux pas forcément faire, parce que voilà, je suis pas encore sur des niveaux de chiffre d'affaires qui me permettraient d'avoir une autonomie financière de malade. Mais en attendant, je me sens tous les jours, je me lève le matin, je me pose pas de questions, parce que j'ai pas l'impression d'aller bosser, parce que j'ai un plan et je le mets en œuvre, et ça réussit avec les petits cailloux à gérer, etc., etc. Donc il y a un côté excitation forte. Et si je dois retourner sur un poste de salarié demain, je pense que j'aurais du mal à me canaliser, en fait, où j'aurais envie de tout de suite et on me dirait non, il est instable, il part dans tous les sens. Cette volonté d'entreprendre, de créer de nouvelles idées, de mettre en place des nouvelles idées, c'est ce qui t'anime et ce qui te fait te lever tous les jours, en fait. C'est ça. Et j'ai appris à canaliser quand même. Ok. Depuis à peu près 4-5 ans, donc c'est assez récent, parce que sinon, ça partait vraiment dans tous les sens, quoi. C'était, quand je dis, je lançais 4-5 trucs en même temps, et du coup, difficile à suivre. Et j'ai appris à être focus.
pour justement que la réussite arrive, quoi. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ce besoin de te focuser sur des projets uniques? En fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des levées de fonds, captant des actionnaires. Donc j'ai des actionnaires qui sont avec moi, d'entrepreneurs assez aguerris, et qui à un moment donné disent Sébastien, t'es bien gentil, mais nous, on a injecté de l'argent pour ça, et tu développes aussi ça. À un moment donné, l'énergie peut pas être divisée en 5-6 parties. Donc c'est comment être focus sur une seule et même entité, la faire exploser, et après, voilà, et pourquoi pas faire à un moment donné, parce que les moyens sont là plutôt que faire, quoi. Ok. Tu parlais de levée de fonds. C'est pareil, dans la vie d'une entreprise, c'est quand même une levée de fonds, c'est un moment particulier. Alors, je ne connais pas le montant et je cherche pas à le savoir, mais on entend parler de levée de fonds à millions d'euros et tout ça, sur Paris. Bon, on est peut-être sur un autre domaine ici, mais qu'est-ce qui t'a amené dans ta réflexion d'entrepreneur, et on reviendra après sur Me and My Boss, mais qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, là j'ai besoin de lever des fonds? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui se vantent d'être en fonds, en autonomie, en autofinancement, voilà, merci, et de se dire, ok, bah moi je vais grandir organiquement et je vais avancer. Qu'est-ce qui toi t'a amené dans ta réflexion d'entrepreneur de dire, ok, là il faut lever des fonds? L'impatience. Ça c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Le besoin de dire tiens voilà, là Sébastien, tu as remarqué que l'offre d'emploi ça marche plus, il faut créer un logiciel de mise en relation entre candidats et entreprises. Je creuse, il faut 100 000 euros pour développer quelque chose qui tienne la route. Je les ai pas, les 100 000. Donc soit je pars en autofinancement, c'est-à-dire que je vends du recrutement jusqu'à, je réserve 20% de mon chiffre d'affaires et puis chaque mois, et quand j'atteins les 100 000, je commence à développer. Soit demain, pof, je vais voir un investisseur, et c'est comme ça qu'en fait, c'est besoin d'aller plus vite. Okay. Donc je suis allé voir des investisseurs, et puis on a fait des levées successives, 500 000, 600 000 euros, avec des chefs d'entreprise, des business angels pour la plupart, parce que besoin d'aller vite, quoi. Ouais. En fait, c'est je veux faire ça, je suis impatient, ça c'est ma caractéristique. Et pour ça, c'est quoi le frein? Là, il faut 200 000 pour aller là. Ok, donc du coup, comment on a les 200 000? Et ça passe par une levée de fonds, ça passe par une business angel, ça passe par d'autres systèmes. À l'époque, j'ai choisi cette stratégie-là. Ok. Et voilà, donc c'est impatience et envie d'aller vite, quoi. Alors on reviendra justement sur le logiciel et sur l'approche que vous avez avec Me and My Boss, mais justement pour comprendre un peu cette approche, je reviens un peu sur la fin de Manpower, puis la transition dans l'autre entreprise qui te donne, dans lequel vous fixez 3 ans pour toi apprendre, te former et puis partir. Qu'est-ce qui t'a fait aussi dire comment tu approches quelle a été ton approche sur te dire ok, Manpower ne fait plus exactement comme je le veux, ou voilà, pourquoi je pars en tant que auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, pour me dire ok, moi je vais faire les choses différemment. Comment tu as évolué pour avoir cette réflexion, je suppose? On va dire que dans le poste où j'étais, j'ai commencé responsable du recrutement, RH, DRH, et j'ai créé même en interne des entreprises, en fait, comme un intrapreneur. Par exemple, à un moment donné, on avait des difficultés de recrutement, j'ai créé un site sur la cooptation. Ok. Ça s'appelle Easy Coopt. Enfin, c'était et comme j'avais dans la boîte 3 développeurs, j'avais demandé au PDG si je pouvais leur demander des développements de logiciels. Donc pour moi, c'était le rêve, parce qu'il y avait une infographiste, 3 développeurs. Ouais. Et je pouvais leur demander. Belle équipe. Pareil, j'ai créé une école pour recruter des commerciaux, pour les former. On les formait sur 5 semaines et j'ai réussi à avoir des fonds avec. Et donc, ils gagnaient même de l'argent en recrutant des commerciaux. Et à chaque fois, c'était ce processus. J'avais une liberté. Et quand je voyais ça, je me disais waouh. Enfin, je pouvais faire un peu. Et j'allais dans son bureau, je lui proposais ça. Et à chaque fois, il me disait. Ah ok, à Ego. Ah tiens, ouais, c'est pas mal, à Ego. On verra les résultats après, quoi. Donc c'était un terrain de jeu, en fait, où je pouvais m'exprimer, tester des choses. Parce qu'il y a des choses qui vont coopter haut, je peux aller au bout. Il fallait que je reste focus, et à l'époque, j'étais pas focus. J'essayais plein de trucs. Donc c'était pour moi source d'épanouissement de faire ça, quoi. Ok. Et donc, tu as tous ces projets,
tu bascules sur la volonté de recréer ton cabinet. cabinet. Et là, Me and My Boss, alors, au début, ça s'appelle le cabinet Osvan. Okay. C'était un cabinet de recrutement assez traditionnel parce que du coup, comme j'étais DRH dans le domaine, c'est l'immobilier placement à l'époque. J'avais recruté une centaine de personnes en très peu de temps et ça s'était su dans le milieu. Donc le milieu, c'est quoi ? C'est Bouygues, c'est Eiffage, enfin c'est tous les gros. Du coup, quand je leur ai dit, j'avais une approche assez simple, j'ai envoyé juste un mail, je suis l'ex-DRH 2 et je crée mon cabinet de recrutement. Bah alors là... ouais, nous on a besoin de recruter, donc mais c'était sur du recrutement assez classique, c'est-à-dire un système d'honoraires sur le pourcentage du salaire brut, et j'ai commencé à créer avec un associé, un pur commercial, en me disant, moi je sais comment on fait le recrutement, je vais prendre un commercial, on va s'associer, comme ça lui va aller chercher les contrats, moi je vais faire en sorte que... Et rapidement, en fait, je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans qu'on avait une image... parce que j'avais jamais vécu ça en tant que cabinet déplorable. C'est-à-dire les cabinets de recrutement, les candidats, et encore aujourd'hui, on leur dit qu'est-ce que vous pensez des cabinets ? Ils nous parlent que quand ils veulent nous parler. Quand ils ont un contrat avec mon profil, là, ils veulent me parler. Sinon, l'accueil est déplorable. Il n'y a pas de transparence, on ne sait pas où on va, on ne nous répond pas. Enfin, j'entends tout. Et côté entreprise, même chose. J'entendais des entreprises qui me faisaient des blagues. Ouais, Sébastien, vous les cabinets, il suffit d'aller dans vos bureaux, on regarde les tableaux qui est accroché au mur, on sait qu'on va y laisser un bras. Sébastien, des fois j'ai l'impression que tu me sors un CV, tu me le poses sur le bureau et hop, vas-y, je te facture, quoi. Et donc j'étais obligé de justifier ce travail-là. Et à un moment donné, je me dis, il y a un problème, quoi. Enfin, comment ça se fait qu'on a une image comme ça ? On devrait servir à la fois le candidat et l'entreprise. Et c'est là que j'ai décidé, je me suis dit, là, il y a un truc à créer, quoi. Ok. Et là, t'es parti sur la formule Me and My Boss, qui a une approche plus, je vais pas dire originale, mais plus authentique, plus transparente. Oui, complètement. Et notamment, alors ça vient peut-être un peu après, mais avec notamment cette partie de logiciel que vous avez mis en place et qui est quand j'ai préparé c'est un peu cet entretien, cet échange, c'est question de job, c'est ça. C'est ça. Comment t'intègres un logiciel dans un processus de recrutement pour le rendre, parce que ça existe dans le sens où il y a des logiciels qui existent, mais pour rendre la chose originale, ou du moins efficace et transparente et contraire à tout ce que tu viens de dire justement par rapport à l'image qu'il peut y avoir. En fait, déjà, le constat, ça a été de dire que tout le monde fait des offres d'emploi, et que beaucoup de candidats, quand on les interroge, répondent pratiquement plus, ou parce qu'ils ont une réponse, si dans 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles, c'est que classique. Ça les agace. Quand ils font des candidatures spontanées, ils n'ont pas de nouvelles, etc., etc. Et donc, on s'est dit comment on peut interpeller le candidat, comment on peut créer une conversation entre une entreprise et un candidat de manière naturelle. Alors, je vais directement à ce qu'on a trouvé, parce qu'on a cherché pas mal, mais en fait, on a joué sur la curiosité. On s'est aperçu que l'humain est curieux, c'est assez hallucinant. Et donc, en lui mettant sous les yeux le titre du poste, de son poste, avec le lieu, là où il habite, il se dit qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi ici ? Et donc, c'est d'aller chercher les gens sur les réseaux sociaux ou sur les CVTech ou avec une image de masque, de dire, conseiller financier par exemple, Rennes, et puis lui dire, on va vous proposer de jouer un petit jeu. Si vous cliquez sur l'image, on va vous poser une question et en échange de votre réponse, on vous donnera un indice sur le poste et l'entreprise qui recrute. Et au bout de 5 indices, on vous révèle l'identité de l'entreprise et vous nous dites si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Si vous nous dites non, personne ne saura jamais que vous êtes rentré dans ce parcours-là. Ça rassure, la curiosité humaine fait qu'il se dit il clique, et en fait, nous, plus que des questions, on a mis le mot question pour pas générer de peur. En fait, il y a des items qui sont abordés, comme l'histoire de l'entreprise. On dit, racontez-nous quelque chose qui n'apparaît pas sur votre CV, de votre histoire de vous. Et en échange, dans l'indice 1, il découvre l'histoire de l'entreprise. Et plus ça a commencé dans un garage, mieux c'est. C'est-à-dire que il faut qu'on sente l'ADN de où ça a commencé. Après, c'est le poste, après, c'est la valeur ajoutée. Il y a une question insolite au démarrage où des membres de la direction y répondent aussi. C'est-à-dire, demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir ? Et le candidat, on dit, ne soyez pas surpris par cette question, parce que des membres de la direction vont y répondre également. Donc, il y répond, et là, il voit Olivier, par exemple, dirigeant, a répondu ça. Et là, le candidat se dit, waouh, humilité, on se met au même niveau. Ouais. Et en fait, ça, c'est un logiciel qui est développé à côté. Si tu veux, il clique à un moment donné sur un endroit qui les ramène dans notre logiciel, et avec cet aspect conversation. Et quand ils me disent OK, ils postulent, ça atterrit sur un logiciel qu'on partage avec l'entreprise. D'accord. Pour amener de la transparence, ce qu'on nous reprochait. Donc là, on montre tout. Celui qui joue sa vie,
qui convient pas du tout, de par ses réponses, l'entreprise les lira quand même. Ouais. Donc ça nous permet de clarifier et d'amener de la transparence dans le process. D'accord. Donc il y a vraiment une volonté d'amener le candidat à s'intéresser, C'est ça. Ce qui est donc à pallier ce problème-là, et les entreprises à leur expliquer pourquoi ce candidat pourrait ou pourrait pas être perdant envers eux. Ouais, parce que sur le CV, il y a plein de choses des fois qui sont pas marquées, et dans les réponses qu'ils font, ils disent bah tiens, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, et c'est pas marqué sur le CV. Et là, on lit les réponses d'abord, on regarde le CV après. J'aimerais bien enlever le CV à un moment donné, mais c'est resté ancré pour l'instant. Ça rassure, on va dire. Et surtout, le candidat, comme il sait pas qui il a en face, il nous répond pas ce qu'on a envie d'entendre. Parce que sinon, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vu que vous êtes le leader national. La fameuse lettre de motivation. J'ai envie de rejoindre celui qui est le plus beau, le plus fort, voilà. Ouais. Et c'est pas naturel. Là, il sait pas qui il a en face. Donc, pareil, sur la fiche l'étape 2, on lui demande, on le met en situation, vous êtes ci, vous êtes ça, vous avez carte blanche, comment vous faites ? Et il découvre la fiche de poste après. Et donc, il s'auto-évalue, quoi. Okay. Et donc, ça nous donne des gens qui arrivent en entretien hyper motivés, qui savent où ils postulent, qui découvrent l'entreprise de l'intérieur. Et quand ça fit, il y a déjà, en termes de personnalité, on voit qu'il y a de l'ADN, quoi. Et quelle est la réponse un peu des entreprises en termes d'approche ? Parce que c'est pas courant. On est tous habitués à être recrutés sur CV et lettre de motivation. Tout à fait. Même si, on pourrait être fortement critique. J'en prends le mug que j'ai là, sur la lettre. Mais en tout cas, quelle a été un peu l'approche de l'entreprise pour se dire, OK, intéressant, pas intéressant voilà. Alors, au départ, certaines réactions, on a été précodés, éduqués à nous dire, ça vient du market, il faut absolument que le candidat postule en un clic. Oui. Il faut qu'il fasse le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que on met une annonce, si en un clic il peut postuler, waouh, c'est le Graal. Et l'argumentaire commercial, c'est de dire, achetez-nous des offres d'emploi chez nous parce que les candidats peuvent postuler en un clic. Le résultat, quand on n'est pas recruteur, c'est que tout simplement on reçoit plein de CV, mais quand on appelle, on laisse des messages, les gens ne rappellent pas parce qu'ils ont, ils ont cliqué à droite à gauche, ils ont envoyé. Et nous, dans notre enquête, même après mon cabinet Osvan, on a quand même fait une enquête, étude de marché, on a posé la question aux entreprises, c'est quoi votre plus gros problématique en termes de recrutement ? Et là, la palissade, ils nous disent, trouver le bon candidat. On fait, ok. Et après, on a poussé un peu plus loin, on a dit, c'est quoi pour vous un bon candidat ? Et là, ils nous ont montré des personnes dans les sociétés, on dit, tu vois, Sébastien, cette personne-là, tu m'en trouves 10, je recrute les 10. Et donc, on a été leur demander, comment vous faites pour postuler ? Et là, on s'est aperçu qu'ils faisaient attention, ils se renseignaient sur l'entreprise. S'il fallait faire l'exercice de la lettre de motivation, ils le faisaient. Quand ils venaient en entretien, ils venaient avec quoi noter, ils s'intéressaient. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne demande pas un minimum d'effort aux candidats ? Parce qu'on a peur de ne pas avoir de CV. Et c'était la réponse de certaines entreprises au démarrage, de certains DRH, c'est de dire non, il faut qu'ils postulent en un clic. Et je dis, mais non, testez, regardez. Et aujourd'hui, on est arrivé à une telle problématique de recrutement qu'on est les seuls à proposer vraiment une démarche autre que l'offre d'emploi. Donc, je fais une démo, parce que je fais encore, moi, un peu de commerce en tant que dirigeant. Je fais des démos. Et la réponse est, même s'ils ont un doute, il faut qu'on essaye, quoi. Parce qu'on est tellement dans la panade en ce moment, c'est... que essayons. Et ils essayent, quand ils voient qu'on crée un flux de candidats, et ils voient les réponses, parce que les candidats, du coup, à la fin, disent, vu le process de recrutement, vu la transparence, le côté moderne, j'ai envie de discuter avec vous, quoi. Ouais, parce que c'est aussi... alors, j'ai, moi, personnellement, été peu dans cette situation de process de recrutement, mais ça me semble pas illogique de se dire, OK, faire des efforts et rentrer dans un process de recrutement pour savoir si déjà, l'entreprise me conviendra. Tout à fait. Si je vais convenir à l'entreprise. Parce que c'est quand même un match qu'il doit faire qui est un peu compliqué. Exactement. Et donc, moi, présenter comme ça me parle et je me dis même, pourquoi pas. Donc, d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire du cliquer de candidater en un clic. Je crois que tu avais fait un post LinkedIn dessus il y a longtemps. Je crois que je l'ai noté en 2020. D'accord. Je crois avec une histoire de Jean-Christophe. Peut-être. Où tu racontais justement un peu cette histoire de un clic et puis qui était frustré, et ça m'avait un peu marqué. Alors, on n'était pas connecté sur LinkedIn à l'époque encore, mais je sais plus comment ça, mais c'était pas tombé dans mon fil d'actualité.
Mais ça, je l'entends encore aujourd'hui. Certains qui me disent, mais non, mais il faut qu'ils postulent en un clic. Là, il y a trop de clics, vous devez perdre. Combien vous en perdez ? Et je dis, non, mais c'est pas combien on en perd, c'est combien on en gagne, qui sont motivés, parce que le nombre de papillonnages, je vais appeler, même si c'est pas forcément français, de candidats qui vont cliquer juste pour voir, qui sont pas vraiment en recherche, on perd du temps. Là, notre système nous envoie des gens qui sont vraiment dans le... Et certains qui étaient sceptiques, on s'est dit, mais on va vous faire tester, c'est pas possible, pour que vous puissiez voir un peu le... Aujourd'hui, on est plus dans la phase, on était très orienté TPE, PME au démarrage, pour aider en fait les dirigeants et dirigeantes qui n'avaient pas d'expertise en recrutement, pour leur dire, voilà, il y a un logiciel, vous pouvez voir comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Ils nous faisaient des retours en disant, bah, on apprend même à recruter, c'est génial, etc., etc. Et aujourd'hui, on intéresse les grands groupes. Donc, on est plus dans... parce que les grands groupes, certains ont des problèmes d'image. Dans l'assurance, par exemple, la jeune génération se dit, ah non, travailler dans les assurances, je vais me faire presser comme un citron, je vais avoir c'est vieux, c'est ça, je vais avoir un fixe, même pas le SMIC, avance sur COP, enfin, ils s'imaginent des choses, et avec notre système, on met conseiller financier, on met la ville, par exemple, et là, on leur montre chez un assureur, par exemple, que la formation se passe dans un château. On montre les salles de réunion, on montre les iPads, on montre les voitures de fonction. Et là, on sort le nom, et puis les commentaires, c'est « Ah, j'imaginais pas ça comme ça. Ah ouais, j'ai envie d'aller plus loin. » Et du coup, et il y a plusieurs enseignes comme ça, où en fait, les gens se précodent sur le métier. Et avec notre système, du coup, ils évitent de se précoder, ils découvrent le nom à la fin. Et souvent, il y a cette phrase « Ah, j'imaginais pas ça comme ça. » Il y a vraiment une vraie volonté de déconstruire les images préconçues et d'amener les gens à se dire « Ah ouais, pourquoi pas en fait ?» C'est ça. Ça, c'est... Ouais. Et j'en reviens un peu sur du coup, un peu l'évolution. Aujourd'hui, vous avez... donc comme tu disais, vous partez sur des grands groupes. Ça doit être des challenges de dingue en fait. Oui, parce que en fait, je me suis aperçu que on est donc on est énormément dans le collaboratif. Mais pour de vrai, c'est pas un mot comme ça qu'on a sorti du chapeau. Et j'aime bien moi travailler ensemble, vivre une aventure humaine, c'est ce qui m'éclate. Je joue au rugby à côté, donc c'est de manière très naturelle que j'aime bien quand on est plusieurs sur un objectif et puis chacun des qualités et des défauts, et c'est ce que j'adore là-dedans. Et là, ce qui se passe, c'est que les grands groupes nous disent, bah tiens, Sébastien, on a besoin de recruter 50, 100 personnes, mais des vendeurs, par exemple, des directeurs de magasins, sur la France, mais en très peu de temps. Et là, je me suis aperçu qu'avec notre outil, si on connectait par exemple 10 recruteurs de notre réseau, qu'on divise les 100 en 10, chacun 10, par zone géographique, et qu'on mettait en place un process avec du lead management, plus un logiciel, notre logiciel derrière, ben on était capable de délivrer super rapidement un nombre Et c'est là où d'un seul coup, du coup, j'ai des recruteurs qui n'ont plus forcément besoin de faire de commerce, qui en plus, on est obligé de faire des visios entre nous. Donc ça crée encore du lien. On se voit physiquement une fois par trimestre dans différentes villes pour continuer à créer le lien. Mais du coup, on fait du chiffre d'affaires ensemble. Et ça, je me suis aperçu que dans les grosses enseignes, chacun était quand même assez individualiste. Chacun avait sa ville. Je suis consultant en recrutement de telle ville, et puis j'ai mon... Comme les agents immobiliers. C'est ça, j'ai mon chiffre d'affaires à moi. Et là, du coup, je me suis aperçu que c'est une DRH qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit « Ah ouais, donc j'ai un chef de projet chez vous, et je peux me connecter sur l'outil et voir toutes les villes et savoir combien j'ai de candidats dans le pipe et à quelle phase, parce qu'il y a un Kanban. Et je dis « Oui, c'est ça. » Elle dit « Ah ouais, j'ai pas besoin d'appeler chaque consultant en recrutement de chaque ville pour faire un point. » Et du coup, j'ai dit « Ouais. » Et ça m'a étonné. Je me suis dit « Ah, vous voyez ça comme un avantage ?» Ah bah oui. Et là, j'ai commencé à appeler les autres, et tous m'ont fait la même réflexion, et on est dans cette phase-là. Ok. Une belle phase d'évolution, donc. Oui. Et arriver à prouver, et on va communiquer dessus, que de manière collaborative, voilà, quand on est capable de s'entendre, de travailler ensemble, je pense on a une puissance phénoménale, quoi. Et surtout que, en plus, et c'est aussi une part que je voulais évoquer avec toi, c'est que cette puissance est très liée aussi à ta personne. Parce qu'aujourd'hui, Me and My Boss, tu l'incarnes beaucoup. Oui, tout à fait. Comment tu le perçois, ça ? Comment tu l'amènes ? Comment je l'amène ? Alors, tu as remarqué que je suis assez passionné. Le fait de monter sur scène, c'était pas forcément prévu. Il s'avère que je pense que je me dirigeais lentement vers ça. C'est-à-dire qu'on a un dicton qui dit « Vivons heureux, vivons cachés ». Et moi, c'est plutôt l'inverse.
non pas parce que je chope le melon, la grosse tête ou autre, c'est simplement que j'ai envie d'incarner quelque chose et d'apporter pas du plaisir, mais résoudre des problèmes, encore une fois, en matière de recrutement. Et de montrer, d'écouter, de donner des solutions, et que la récompense, c'est quand j'ai des entreprises qui me disent « Ah ouais !» et de sentir cette énergie positive. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de recrutement, dans un after-work, je te mets au défi, tu dis, il y en a un qui va te dire « Ah, j'ai besoin de recruter. C'est la galère. Il faut que je recrute. » Et j'aimerais bien qu'un jour, ils disent « c'est génial, il faut que je recrute. » Et ça, il y a un sacré chemin à faire là-dessus. Ouais. Et si je peux l'incarner, je vais prendre du plaisir, en fait. Donc, c'est... On me dit souvent dans l'entrepreneuriat, il faut aller prendre l'endroit où tu es très très bon et où tu prends du plaisir et aller dessus. Donc c'est ce que je suis en train de faire en fait, petit à petit. Quoi. D'où le one-man show. Et d'où aussi, quand on regarde un peu la page LinkedIn ou de toi, comment tu communiques sur LinkedIn, c'est beaucoup sur ces sujets-là. Alors que ça soit recrutement, mais aussi tu t'exprimes pas mal sur tout ce qui est un peu entrepreneuriat. Tout à fait. Donc Je vais dire, je pense que et ça par contre je ne saurais pas te répondre pourquoi, mais je bouquine énormément. Je crois tout ce qui me passe sous la main sur l'entrepreneuriat, le miracle morning, en passant par les habitudes, les petites habitudes, comment prendre des décisions, des micro-décisions, d'ailleurs mes enfants souvent sourient ou se moquent à moitié parce qu'ils voient un livre, encore papa, et puis souvent ce livre là il y a un truc qui m'épate, et donc à table en repas familial je vais sortir et vous savez que ça donne ça et ça pourrait être ça, waouh, et donc eux rigolent, et ça me passionne. Donc et la scène, je pense que j'ai toujours voulu incarner ma marque Me and My Boss de manière autre, et que je pense avoir cette capacité de le faire sur scène. Je me l'étais tout le temps interdit par le côté conventionnel en fait. Ouais. On ne voit pas, tu l'as dit au démarrage, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il va aller faire sur scène pour son entreprise, et c'est souvent ce qu'on m'a dit. Et là, c'est l'équipe qui m'a poussé, qui m'a dit ça suffit Sébastien, on va réserver une salle, c'est parti, t'as plus le choix maintenant, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, encore une fois, c'est le destin, quoi. Enfin, vas-y, sors ta zone de confort, fais-le. Je te cache pas que le jour J, j'étais hyper stressé, mais alors un truc de malade. Derrière le rideau, quand je regardais la salle, je voyais la salle remplie. Remplie, oui, à bloc. Et que je me suis dit, là, t'as pas le choix, quoi. Il y avait un risque énorme professionnel, parce qu'il y avait beaucoup de DRH aussi dans la salle. 60% de la salle que je connaissais pas du tout. Okay. Donc, d'ailleurs, c'est étrange, parce qu'on pourrait croire que c'est d'abord le réseau qui vient, et puis après, c'est top, c'est très positif. Tout à fait. Et pas mal de cabinets de recrutement aussi qui étaient là, donc concurrents, confrères. Et donc je me suis dit, waouh. Alors quand j'ai vu la salle, je me disais, j'avais préparé la chose, j'avais bien travaillé, donc j'avais confiance sur le contenu, mais après je me suis dit que, c'était assez incongru. C'était juste pour la petite anecdote, tu vois, on est arrivé dans la salle de spectacle et il y a un ingénieur du son. Quand tu loues une salle comme ça, je ne savais pas, tu as un ingénieur qui est là pour t'aider et qui nous dit, alors vous pouvez débarquer vos affaires sur le quai à telle adresse. Et je dis, mais quelles affaires? Ah, mais vous n'avez pas vos affaires, les micros? Ah non. Et au niveau éclairage, vous avez un... Non. Et au fur et à mesure, il me regarde, il me dit, mais vous venez faire quoi? Je dis, vous m'avez dit que vous aviez un micro. Alors, donc après, ça l'a fait sourire, mais il a eu un doute. Ouais. Il dit, c'est quoi ce truc-là là? C'est sûr que c'est un peu un ovni qui arrive. C'est ça. Donc voilà. Ok, mais moi je trouve ça... J'ai eu comme tout le monde, je pense, ce premier réflexe de dire mais pourquoi? Et je trouve ça vachement intéressant, et je trouve que c'est une manière vachement décomplexée et très humaine d'approcher un peu cette incarnation d'entreprise, que moi je suis très en faveur de ces choses-là, alors dans certaines mesures bien sûr, mais l'incarnation, et je trouve que c'est un biais auquel j'aurais jamais pensé comme ça de prime abord, donc je trouve ça vraiment top. Et donc tu me disais juste avant le podcast que l'aventure allait continuer potentiellement.
Ouais, je reste focus sur le développement de Me and My Boss. Ça, c'est important. Donc, j'ai des objectifs premier trimestre avec des mises en place de certaines choses. Et surtout, comme on signe avec de plus en plus de grands groupes, j'ai des process à mettre en route. Donc, je me laisse pas perturber, on va dire. Focus. Même si le mot est mal choisi. J'ai des choses à mettre en place. J'ai des actionnaires. Donc, tout ça se met en place bien comme il faut. Et oui, j'ai tellement de demandes. En fait, j'étais très surpris par le nombre de demandes, d'interventions. À la fois sur des conventions, donc là je suis en train de discuter avec des noms sur des conventions nationales. Ils ont trouvé ça tellement original et des gens qui n'étaient pas forcément présents, mais qui d'autres leur ont rapporté, donc c'est assez marrant. Et là je me dis oui, j'ai un match à jouer, c'est-à-dire qu'on me demande de revenir à Quimper. Là c'est le réseau en fait qui a vu les posts LinkedIn et qui dit non mais il faut que tout a commencé à Quimper, il faut que tu reviennes à Quimper, à Lille, à Marseille, à Nantes, avec des salles. Et donc là, je me dis, bon, j'ai pris beaucoup de plaisir, franchement. Si ça peut à la fois me faire prendre du plaisir et véhiculer l'image de Me and My Boss, attirer aussi, pourquoi pas, des nouveaux franchisés, c'est-à-dire des RH qui viennent voir et qui disent, waouh, la philosophie, les valeurs, ce qui est présenté là me parle. Ah bah, pourquoi je ne rejoindrais pas le collectif et puis, l'air de rien, des entreprises aussi, qui du coup nous découvrent, et tout ça de manière originale. Parce que ça n'existe pas encore. C'est un formidable outil de recrutement, parce que c'est moi je trouve ça hyper humain, parce que tu vois, c'est comme on utilise souvent cette expression, tu vas te mettre à nu quand même sur scène, et puis de comprendre moi c'est là où ce que je connaissais dans l'univers rennais Me and My Boss, excuse-moi, et bon. Moi, c'est pas du tout mon secteur. Moi, je suis plutôt sur le côté digital, création de contenu. Donc, bon, c'était pas trop mon secteur. Mais j'ai toujours eu en écho comme ça, donc je connaissais de nom. Et j'ai vraiment découvert l'entreprise à travers toi, en fait. D'accord. Et donc, je trouve ça juste dingue. Et de se dire, ok, je comprends le raisonnement et je comprends l'approche de cette entreprise à travers ton spectacle. Ça marche vachement bien, quoi. Ah bah là, oui, j'ai eu des nouveaux clients suite au. C'était pas forcément prévu, on savait pas. Là, c'était plus de répondre à la demande de mon équipe et de me relever le challenge et de voir un peu ce que ça pouvait donner, avec les risques que ça pouvait causer. Et puis, non, c'est l'histoire est plutôt belle, j'ai envie de dire. Et au départ, j'ai dit, je sais pas si on va continuer ou pas. Attendons, on laisse retomber la chose, un peu l'excitation, parce que là-haut, dans mes bureaux, ça y est, ils voulaient louer un bus et faire le Tour de France, quoi. C'était. On n'est pas une agence événementielle, on est. Nous, c'est du recrutement, mais ça a créé une ambiance en interne aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que ça nous a sorti du quotidien. Ça a créé autre chose. Et j'ai des équipes, ça s'est vu sur scène, qui étaient au taquet dans tous les sens. Ils m'ont mis dans un fauteuil, dans un confort monumental, et m'ont mis dans la salle, pas la salle d'attente, mais les loges, en disant on t'appellera au dernier moment. Ça me faisait vraiment bizarre, quoi. C'était assez spécial. Oh, super. Je reviens un peu sur ce que tu as dit à un moment sur les décisions et pourquoi tu prenais des décisions. Est-ce qu'aujourd'hui tu arriverais à expliquer un peu ton mode de décision ? Par exemple, tu m'as dit plusieurs fois dans le podcast, j'aime prendre un problème et faire soit le médiateur ou y apporter une solution. Comment toi, quand on te présente un problème, tu te dis, ok, on va d'abord commencer comme ça, puis on va arriver à cette solution. Comment toi, quand on te présente un problème, vraiment, est-ce que tu as un processus de réflexion particulier ou c'est instinctif ? Alors, c'est comme je suis assez créatif, souvent on me demande d'assister à des réunions, et je dis ça en toute humilité, pour écouter des problématiques ou des choses comme ça et proposer des idées. Tiens, on a un truc à faire, on a un séminaire, typiquement des entreprises, des fois, Sébastien, viens manger avec nous, on a un séminaire, on voudrait que ça fasse ça, et puis il y a des choses qui me viennent et je sors des idées. Processus, c'est je réfléchis, je tourne, j'essaie de sortir en fait du classico-classique, et il y a des idées qui me viennent d'un seul coup, comme ça, en flash. Et là, tout de suite, je commence à imaginer et je vois tous les petits cailloux qu'il pourrait y avoir. Généralement, je les identifie pas assez gros. C'est-à-dire que je les vois tout petits et je passe dessus. Parce que je me dis, ça serait bien. Oui, mais il faudrait. C'est souvent ce qu'on me dit en retour. Et des fois, ça m'agace même. Les oui, mais, ça me... Je dis, c'est rien, quoi. C'est rien. Mais quelque part, c'est
c'est vrai, il faut prendre conscience de ça. Donc j'ai les idées qui viennent et tout de suite je regarde en fait la solution et mon premier réflexe c'est de me dire est-ce que je peux me permettre de la mettre en place ou pas. L'histoire d'être focus. Ouais. Soit je peux me permettre de la mettre en place et c'est en continuité avec mon projet, ça sert mon projet actuel et là ok, soit souvent je donne l'idée comme ça parce que une idée c'est bien, à la mettre en œuvre c'est hyper compliqué et ça j'ai aucun souci pour partager, dire ce que je vais faire, comment souvent il y en a qui disent ouais il faut pas dire, il faut rester caché cette culture du secret ouais je dis mais vas-y parce que avant de la mettre en œuvre crois-moi que c'est... on peut toujours piquer une idée mais la mettre en œuvre c'est autre chose. C'est clair et donc c'est ça, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la maîtrise de ça. Avant, j'avais du mal à maîtriser, c'est-à-dire que je pouvais être capable, on me sortait une entreprise qui allait me dire, tiens, en termes de recrutement, Sébastien, j'ai aussi ça comme problème, la fidélisation. Et j'imaginais tout un parcours post-embauche qui permettait avec des curseurs. Et là, tout de suite, j'étais capable de partir, d'aller développer un logiciel juste pour ça. Un deuxième. Sauf que je dis, oui, mais t'as le premier qui n'est pas encore rentable. Aujourd'hui, ça, je vais le mettre sur une feuille, j'ai un projet. Je sais où je vais, j'ai déjà des idées d'après et en fait le temps fait maturer l'idée et maintenant j'ai un but avec des chiffres, des KPI à remplir et j'avance et je mets de côté et des fois si je peux rendre service sur des idées, des choses comme ça, je le fais avec grand plaisir ou donner un coup de main si ça me prend pas sur le temps, trop de temps, au contraire, c'est un épanouissement perso aussi quoi. Ouais, c'est toujours intéressant. Et j'ai une approche très similaire de mon côté. J'aime beaucoup échanger avec les gens, j'aime beaucoup discuter. Et quand on me soumet des problèmes, c'est de donner plein d'idées aussi comme ça. Ouais. Et souvent 90% nul, c'est ce que je dis souvent, même 95% nul. Puis essayer de trouver la bonne idée comme ça. Et c'est vrai que moi j'y trouve aussi un certain plaisir et c'est vachement intéressant. Donc je comprends un peu ta position de prendre ça. Moi j'en suis pas encore à maturer l'idée d'être focus. Ouais. Ça m'arrive encore sur beaucoup de choses. Donc peut-être un jour j'y arriverai. C'est pas facile. Je vais avoir une dernière question. Ouais. Question un peu plus classique qu'on entend souvent dans les podcasts. Quel a été ton plus grand échec ? Mon plus grand échec, très bonne question. Je réfléchis. Je sais pas si mon cerveau en fait annihile toute forme d'échec comme j'ai toujours souvent la positive attitude, j'ai tendance à positiver même les échecs. Domaine sportif, j'ai jamais percé au judo. Ça a été c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de compètes et j'ai jamais atteint les championnats de France. Pourtant j'y allais bien sévère. Mais en judo, il n'y a qu'un seul élu. Et si, un de mes plus gros échecs, mais je pense que c'est la vie qui a fait que je ne serais pas là aujourd'hui, j'ai un papa qui était pilote d'hélicoptère. Et je me destinais à être pilote de chasse. Et j'ai fait un lycée militaire et en fait j'ai fait un examen, un concours pour être pilote de chasse. Et il y a une semaine, ils avaient inventé la Star Academy avant la Star Academy, c'est-à-dire qu'en gros tu arrivais à 50 le lundi et tu avais des épreuves toute la semaine, intellectuelles et sportives, des mises en situation dans des avions, etc. Et si tu arrivais jusqu'au vendredi soir, tu étais recruté. Et moi je suis arrivé jusqu'au vendredi soir, on n'était plus que 2 et j'étais recruté et j'allais à Cognac, intégré comme pilote. Et ils m'ont fait une dernière visite médicale et ils m'ont trouvé une polype dans un sinus qui a détruit tout mon schéma. Où pour moi, je réfléchissais pas au truc, j'étais ultra sportif, je baignais dans l'aéronautique depuis gamin, de ville en ville, enfin voilà. Ça, je l'ai vécu comme un gros échec. Voilà, c'est... Et comment on se relève, parce que je peux pas te laisser partir sur ça, comment on se relève d'un si gros échec, parce que c'est quelque chose de ce que tu me dis, c'était très prégnant dans ta vie, du jour au lendemain, ça s'arrête. C'est que à chaque fois, c'est ma maman qui m'a toujours dit ça quand j'étais enfant. Si t'arrive un truc négatif, un échec, c'est que t'es fait pour autre chose. C'est que tu es fait pour autre chose. Et j'ai cette phrase-là. Et en effet, si je n'avais pas eu un échec sur ce concours de pilote de chasse,
je n'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à chaque fois que je connais un échec, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un échec sur un grand compte que je vise et je travaille pas avec eux pour X raisons, je me dis que c'est qu'on ne devait pas travailler ensemble. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend derrière. Et ça a toujours fonctionné dans mon mode de schéma, quoi. Un positivisme qui te permet d'avancer et de prendre d'autres chemins qui ne seraient peut-être pas, qui n'ont pas vocation à être du coup. Tout à fait. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on va finir sur cette belle philosophie, parce que moi j'aime beaucoup cette philosophie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir pris le temps aussi d'être venu. Avec grand plaisir. Et puis j'espère plein de choses pour Me and My Boss très prochainement. Alors, et puis je t'inviterai au prochain show qui sera encore plus professionnel. Et avec grand plaisir. Un metteur en scène, un auteur, tout ça quoi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.